leurs existences s'entrecroisent dans ce drame fascinant. Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Geneviève Bujold. Et en plus, la ville de Los Angeles et ses millions d'habitants. Ils indiquent une autre pré-secousse. Probablement avant midi aujourd'hui. Foutez le camp de là, ça va s'effondrer! Tu me rappelles quand tu veux. Je t'embrasse. Je vais chercher la suite. Arthur! J'ai cuit le gigot. Oh, Arthur, tu es formidable. Je peux faire la vaisselle. Oui, Arthur. Le dessert est au frais. Arthur Martin, je t'aime, Arthur, je t'aime. Avec qui t'as passé la soirée hier? Avec une copine. Elle a dormi ici? Oui. Elle doit avoir de la classe, ta copine. Assez. Et bon goût. Oh, ça, oui. Mais comment tu sais tout ça, toi? Oh, simplement parce que ta copine, il a oublié son Wilkinson. Wilkinson, les fines lames d'aujourd'hui. Le service optique de grand-papa, terminé. Place au nouveau service. Alain Afflelou. Opticien nouvelle génération. On est fou d'Afflelou. On est fou d'Afflelou. On est fou d'Afflelou. On est fou. Athéna, les dessous des hommes qui gardent la forme. C'est très important. Je viens. Paul, écoute. Fiat, Fiat. 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 Fiat, Fiat. 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 Non, c'est gentil d'y avoir pensé. Il y a du génie dans ma Roméo et Juliette, c'est fort. Francine et Simone, y'a pas mieux. Autrefois, pour bien faire les choses, on choisissait les meilleurs matériaux qu'on travaillait avec amour. Pour faire notre gourmelin, nous avons choisi le lait cru, comme autrefois, pour que vous retrouviez le bon goût des fromages d'antan. Avec gourmelin au lait cru, laissez-vous emporter par le goût retrouvé. Gourmelin au lait cru, le goût retrouvé. Quand mon riz paraît, l'appétit vous sourit. Si beau, si généreux, pour vous plaire. Bon appétit, mes amis. Uncle Ben's, il ne colle jamais. Batterie Fulmen. Chaque matin, démarrer comme une fusée. Fulmen. Demande au premier de m'envoyer quelqu'un. Moi, je suis très nana. Nana, vous savez, la protection féminine pliée en trois dans un drôle de petit sachet qui ose se montrer. Baume Camol au camphre, plus fort que la douleur. Interdit aux enfants de moins de 30 mois. Les mutuelles qui vous connaissent bien, les mutuelles qui vous assurent bien, les mutuelles dans toute la France, pour qui vous êtes quelqu'un d'important, c'est rassurant. Les mutuelles du Mans. Mutuelle du Mans. Entre nous, l'accord parfait. Il ne fallait pas appeler Nathalie Martin. Chez Vogica, ceux qui font la cuisine n'ont pas fait l'école hôtelière. Vogica, la solide cuisine des Vosges.
Hein? J'aimerais bien un deuxième verre. Pour l'eau. Pensez au deuxième verre. Pour l'eau. CIC Élection Service, service téléphonique de renseignement pratique, fonctionne tous les jours à Paris jusqu'au dimanche 16 mars au numéro suivant 45 44 41 66. Margaret Thatcher s'explique devant les communes sur l'affaire Westland. Elle a réussi à calmer la colère des conservateurs. Portugal, la droite en tête au premier tour des élections présidentielles. Une nouveauté dans la campagne électorale française, le clip politique est arrivé. Le dollar continue sa chute, 7,37 francs ce soir à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une dure partie qu'a jouée cet après-midi Margaret Thatcher devant la Chambre des communes et il semble bien qu'elle l'a gagnée en partie. Le Premier ministre britannique s'expliquait devant les députés sur la fameuse affaire Westland qui, en 15 jours, a provoqué la démission de 2 de ses ministres. Une affaire qui a déclenché aussi un tollé dans l'opposition, mais surtout des critiques au sein de son propre parti, les conservateurs. Et il semble bien qu'elle a su se faire entendre de ses troupes. Memona Afedja-Interman. Westminster, qui interdit toujours les caméras, était en ébullition. Madame Thatcher ira jusqu'au bout. Sa défense est simple. Elle n'a pas menti au Parlement. Elle n'a pas cautionné la publication de la presse d'une lettre confidentielle discréditant son ex-ministre de la Défense, Michael Heseltine. Elle regrette la manière dont la fuite a eu lieu. La fuite a été provoquée, dit-elle, par un réel malentendu entre son cabinet et son ex-ministre du Commerce. Je n'en ai eu connaissance que quelques heures après. Les députés Tories ont été convaincus, ils ont voté massivement en sa faveur. Le leader des travaillistes, Neil Kinnock, avait ouvert ce débat. Quand et comment avez-vous eu connaissance de cette fuite, lui demande-t-elle. Si le Premier ministre ne peut pas nous dire la vérité, elle ne peut pas rester. Si elle ne veut pas dire la vérité, elle doit partir. Surprise, Michael Heseltine, qui a provoqué cette crise en démissionnant, se lève. Il rend hommage, je le cite, à la bravoure de Madame Thatcher. Note qu'elle regrette la fuite, propose de travailler ensemble pour que les Tories restent au pouvoir. Rester au pouvoir, jusqu'à quand pour Madame Thatcher? Même si les députés conservateurs ont eu le réflexe de la solidarité de parti, l'opinion, elle, a été sérieusement secouée. Les Tories savent que pour aller à la bataille, aux législatives d'ici 2 ans, une personnalité forte et relativement neuve devra se dégager. Ce soir, Madame Thatcher a gagné du temps, un sursis. Au Portugal, il faudra, comme prévu, un deuxième tour de scrutin pour désigner le président de la République. À l'issue du premier tour, hier, le candidat de la droite, Freitas do Amaral, est arrivé largement en tête. En face de lui, l'ancien Premier ministre Mário Soares devra s'efforcer de rassembler les voix de gauche, celle du Parti communiste en particulier, qui jusqu'ici a fait campagne contre lui. Les communistes n'ont pas encore pris de position officielle pour ce deuxième tour qui aura lieu le 16 février. Le débat électoral tourne essentiellement autour des problèmes économiques et sociaux. Il faut dire qu'ils sont graves au Portugal. C'est de loin le pays le plus pauvre de la famille européenne à laquelle il s'est joint le 1er janvier en même temps que l'Espagne. Mais, à dire vrai, vu de Lisbonne, l'Europe semble un autre monde, tant la vie quotidienne est difficile dans un pays dévasté par la crise économique. Francine Raymond. À 50 km de Lisbonne, Setúbal, un centre industriel touché de plein fouet par la crise. L'an dernier, 85 entreprises ont fermé leurs portes dans le district. Seulement 4 l'ont fait légalement. Les autres ont été purement et simplement abandonnées. Dans cette usine de céramique, les salaires ne sont pas payés depuis le mois d'octobre. L'entreprise n'a pas été déclarée en faillite. Les ouvriers ne peuvent pas s'inscrire au chômage.
Le patron, il est à Lisbonne. Ce qu'il veut surtout, c'est prendre notre argent. Je dis pas qu'on a faim, mais c'est vrai qu'on est obligé de se priver de beaucoup de choses. Avec l'aide des voisins, on arrive à se débrouiller. Mais ce n'est pas une vie digne. Vão conseguindo se superar e vão continuando a viver, mas isto já não é uma vida digna, certamente. Antonio et Mario Carlotte travaillent tous les deux dans l'usine de céramique. Ils vivaient plutôt bien avant. À eux deux, ils gagnaient 2500 francs, c'est-à-dire 2 fois le SMIC. Depuis le mois d'octobre, ils n'ont pas touché de salaire. Et pour faire vivre la famille, Christina fait des ménages. Je remplace ma mère pour faire des ménages quelques heures par jour, 3, 4, 5 heures. Et ça suffit pour faire vivre la famille? Pour pas mal de choses, ça ne suffit pas. Pour acheter le pain et le lait pour la journée, ça suffit encore. Les choses sont plus dures pour les Portugais qui se sont coupés de leurs racines rurales. Les loyers dans le centre de Lisbonne représentent environ 1 mois de salaire. Et seulement 10% des chômeurs portugais reçoivent une aide de l'État. On vit donc dans des bidonvilles et on se débrouille. Ainsi, toute une économie parallèle s'est mise en place. Sur les trottoirs de Lisbonne, on peut tout se procurer, en toute illégalité. Les caméras de télévision ne sont pas toujours les bienvenues. Depuis la révolution des œillets, le Portugal a connu 14 gouvernements. Aucun de ces gouvernements n'a eu le temps matériel de s'attaquer aux vrais problèmes. 2 millions de fonctionnaires publics portugais ne paient pas impôts. C'est-à-dire que la moitié, ou presque la moitié de la population active portugaise ne paie pas impôts parce qu'ils sont fonctionnaires publics. C'est une chose que je ne peux pas comprendre. Un avantage hérité de la dictature qu'aucun gouvernement n'a osé supprimer. Depuis 1 mois, le Portugal est entré dans la communauté européenne. En dehors de l'introduction de la TVA, ça n'a rien changé à la vie quotidienne des Portugais. Pourtant, pour ceux qui, depuis 11 ans, essaient de faire aboutir leur projet, c'est un espoir. Au début, moi, je pensais que la rentrée dans la communauté européenne, à la CIE, enfin, je me disais, c'est un pays quand même... enfin, un pays pauvre, comment est-ce qu'on peut être au niveau de l'Europe? Bon, mais si on est là, alors il faut profiter, et pas seulement ça, comme prouver que nous, on est capable de le faire aussi. Teresa ira à Bruxelles la semaine prochaine pour obtenir un financement pour son école de cirque. En Inde, les Sikhs partent une nouvelle fois en guerre contre le pouvoir central et contre le Premier ministre Rajiv Gandhi. Après plusieurs mois d'un calme relatif, ils viennent de lancer un nouvel appel à la guerre sainte et curieusement, ils ont commencé de détruire leur propre sanctuaire religieux, le Temple d'or d'Amritsar. Ils n'acceptent pas que le gouvernement de New Delhi les fait reconstruire sans leur accord. Ce temple avait été en partie détruit par l'armée indienne en 1984 parce qu'il servait de refuge aux dirigeants les plus extrémistes des Sikhs. Et c'est cette attaque sacrilège qui avait donné le signal de graves émeutes, et c'est aussi pour venger cette profanation qu'on avait assassiné Indira Gandhi. Nouveaux incidents la nuit dernière à Haïti, incident entre la police et 300 jeunes manifestants. La tension continue de monter contre le régime du président Duvalier. Ce dernier, pour essayer de désamorcer l'explosion, vient d'annoncer d'importants changements au sein de l'armée et surtout la dissolution de la police politique. Émilie Rafoul. Interrogatoire musclé, pour ne pas dire torture, disparition, pour ne pas parler d'assassinat, la police politique haïtienne, le jour de sa dissolution, laisse derrière elle un sinistre souvenir aux opposants du régime. Créé dans les années 60 par Papadoc, le père de l'actuel président, sa mission était des plus délicates. 3 à 600 personnes pour des opérations de quadrillage policier, renseignements, filatures et autres infiltrations de milieux considérés comme subversifs. Mais au régime basé sur la terreur de Papadoc succède en 1971 celui de son fils, Bébé Doc. De concessions en compromis, Jean-Claude Duvalier, dictateur subtil, est passé expert en l'art de gagner du temps. Cette dissolution de l'une des polices politiques ainsi que le limogeage d'officiers supérieurs de l'armée interviennent à un moment où la crise n'a jamais été aussi grave en Haïti. Une crise politique, depuis 2 mois, les mouvements de protestation de la jeunesse se multiplient, écoles et universités sont fermées.
mais aussi crise économique. Ni agriculture, ni industrie ne suffisent à faire vivre le pays. Un pays qui, sans ressources, vit donc, ou plutôt survit, de l'aide internationale. Aujourd'hui encore, 28 Haïtiens ont fui le pays à bord d'un bateau à voile. Ils s'ajoutent aux milliers de boat people qui, chaque année, tentent leur chance vers les côtes américaines. Et puis nous venons de recevoir les premières images des combats qui, une nouvelle fois, ont déchiré l'Ouganda, un pays meurtri depuis plus de 10 ans, d'abord par la dictature d'Idi Amin Dada, et puis par la guerre civile qui a suivi sa fuite. Le dernier chef de l'État ougandais, le général Tito Okello, a pris la fuite samedi dernier. Le nouvel homme fort qui a pris le pouvoir à Kampala s'appelle Yoweri Museveni. Il dirige l'armée nationale de résistance. Claude Guénaud. La première tâche des nouvelles autorités ougandaises a été de sillonner la capitale, Kampala, pour ramasser les nombreux cadavres abandonnés au soleil. Les combats qui ont mis en œuvre artillerie, mortiers et armes automatiques auraient fait plusieurs centaines de morts. Des témoins accusent aussi l'armée régulière de s'être livrée à des pillages et des massacres avant de prendre la fuite. Aujourd'hui, après 9 jours de combat, Kampala a retrouvé son calme. Le nouvel homme fort de l'Ouganda, Yoweri Museveni, semble contrôler une grande partie du pays. Il s'apprête maintenant à installer une nouvelle administration. Cet après-midi, il a rencontré les diplomates étrangers. Après 4 années à la tête de la résistance armée au pouvoir central, Yoweri Museveni a finalement parvenu à ses fins. Le président déchu, le général Okello, est en fuite avec le reste de son armée. Mais la guerre n'est peut-être pas finie. Avec les forces du général Okello concentrées dans l'est et au nord du pays, l'Ouganda est menacé de partition. En France, suite de la campagne électorale, Jacques Chirac, invité tout à l'heure de Face au public sur France Inter, estime que seule l'union de l'opposition UDF-RPR peut avoir demain la majorité et donc former un gouvernement. Le Parti socialiste, dit-il, ne peut en aucun cas y prétendre en rassemblant 25 à 35% des voix. De son côté, Raymond Barre confirme dans sa lettre mensuelle qu'il ne votera pas la confiance à un gouvernement de cohabitation. Un gouvernement nommé par M. Mitterrand sera, qu'il le veuille ou non, dit-il, le gouvernement d'un président désavoué par le peuple. Et puis dans le même temps, les états-majors des grands partis fourbissent des armes nouvelles pour cette campagne. À droite comme à gauche, on a fabriqué des clips, des petits films de 10 à 15 minutes qu'on projettera dans les meetings. Le clip politique, c'est un genre nouveau en France. Éric Pirot et Daniel Sportiello. Critique et offensif, le Parti républicain broie le socialisme en noir. Compromission, ambiguïté, indécision, subterfuge, impuissance, cynisme. Le socialisme ne fait pas, il fait semblant. Le socialisme ne sourit pas, il grimace. Le socialisme ne vit pas, il survit. La France décline. La France étouffe. La France s'étiole. La France est malade du socialisme. Le PR retrouve les couleurs de l'espoir pour évoquer l'après-mars 86, droit de l'homme, où tout devient possible. Aujourd'hui s'ouvre à nous tout le champ du possible. Possible est la vraie liberté. L'économie désentravée, le retour à la confiance. Pour les socialistes, le possible a commencé en 81. Depuis ce matin du 10 mai, où les Français voient la vie en rose. Ce matin du 10 mai 1981, ils ont enfin trouvé le chemin de la liberté. Regard langoureux, idylle qui se noue, ou bien climat de franche camaraderie, le travail, on le voit, n'est plus une corvée. Les hommes bâtissent la France dans l'abondance et l'allégresse. Le monde va tranquille vers le progrès. C'est la suite de La Force tranquille, thème d'une autre campagne qui a fait ses preuves en 81, celle du président. François Mitterrand est d'ailleurs le seul responsable politique évoqué dans ce clip vidéo. Sa voix, pas son image, car la tête d'affiche, c'est bel et bien le bilan. Depuis le 10 mai 1981, ensemble, nous avons fait du chemin. On n'arrête pas le progrès. Ne cherchez pas la moindre critique du bilan de la gauche dans le clip du RPR. Faisant fi de la polémique, le mouvement gaulliste préfère miser tout sur Jacques Chirac, montré comme un homme moderne, dynamique, mais chaleureux.
Un homme avec ses racines corréziennes et politiques. Mais aussi montré comme le maire de la capitale. Et le leader unique et plébiscité de son parti. Un film signé Édouard Molinaro. Puis le Conseil national des langues et cultures régionales a été officiellement créé aujourd'hui par le Premier ministre. Laurent Fabius a présidé sa première réunion à Paris. Ce conseil, qui réunit 41 personnalités de tous horizons, doit représenter toutes les composantes régionales de la France ainsi que les communautés d'origine étrangère. C'est le signe, a dit Laurent Fabius, que notre pays se conçoit comme une société pluriculturelle. La France Ce est conseil constituée par aura un rôle consultatif et autour de la langue française, qui évidemment est très important. Mais maintenant, on arrive à un degré peut-être excessif, et finalement, on ne reconnaît pas assez les langues et les cultures régionales. Alors nous voulons trouver un équilibre entre tout cela. C'est le sens de ce Conseil national des langues et cultures régionales, où il y a des gens vraiment de tout premier plan, qui sont là pour exprimer la sensibilité régionaliste, et en même temps, travailler dans le sens de l'identité nationale. C'est demain qu'on devrait connaître le détail du projet de la 6e chaîne de télévision française, la chaîne musicale, qui en principe doit démarrer le 20 février en même temps que la 5e. 3 groupes sont candidats pour la gérer. Georges Filiou devrait annoncer demain le choix du gouvernement. Quant au programme de cette chaîne musicale, on peut imaginer qu'ils ressembleront fort à ce qu'on connaît déjà en Angleterre et aux États-Unis. Hubert Coudurier. Diffusée sur les réseaux câblés en Europe, la chaîne anglaise Music Box, qui vise un marché de 8 millions de téléspectateurs, est exclusivement musicale. Vidéoclips et publicités constituent le lot commun de cette télévision dite d'accompagnement. La chaîne française devrait être sensiblement différente, la partie musicale n'excédant guère 50% de la programmation. Pas d'informations, mais des séries et des jeux venant s'ajouter en effet au menu de la 6. Elle ne devra pas pour autant devenir une chaîne généraliste faisant concurrence à la 5 de Sédou Berlusconi. Un modèle plus proche de Sky Channel, la chaîne du mania australo-américain Rupert Murdoch. Reçue elle aussi par quelques millions de foyers en Europe, Sky Channel diffuse 4 films par semaine, ce qui lui ouvre un public un peu plus large que les 15-25 ans. Pas de quoi toutefois s'attirer les foudres de l'industrie cinématographique, le lancement de la 6 devrait donc être moins conflictuel que celui de la 5. L'enjeu financier est certes plus réduit, mais il n'empêche pas les candidats de se bousculer. De la compagnie luxembourgeoise de télévision exclue de la 5 à l'alliance Gaumont-Publicis, en passant par l'association Séguéla-UGC. C'est que quelles que soient les ambitions des uns et des autres et la viabilité d'une telle chaîne, le plan de fréquence qui sera accordé constitue en lui-même un bien précieux dans le nouveau paysage audiovisuel. Le résolu fera donc à coup sûr des jaloux, qui ne manqueront pas, là encore, d'exprimer leur ressentiment. 3e gala de la presse au Cirque d'hiver de Paris, c'est l'heure des ultimes répétitions du trac et des premières angoisses. La première a lieu demain. Michel Drey est allé tout à l'heure flâner sur la piste et dans les coulisses. Simplement une image de cette répétition du 3e gala de la presse qui sera placée cette année sous la présidence de Madame Langlois-Glandier. Vous allez découvrir sur la scène du Cirque d'hiver Pierre Bellemare qui va nous interpréter le grand air de Rigoletto. Ça ne marche toujours pas, écoutez, c'est absolument infernal. Le numéro complet de Pierre Bellemare, vous le verrez si vous venez demain et après-demain au Cirque d'hiver. Je vous signale que ce gala de la presse est au bénéfice de l'association Les Tout-Petits, la seule association à recueillir les bébés dont personne ne veut à leur naissance. J'espère que vous serez nombreux. Vous pourrez également admirer, en plus de Pierre Bellemare, plusieurs confrères, Ladislas de Hoyos de TF1, Gilles Schneider d'Europe 1, mais aussi Patrick. Comme la loi l'y oblige,